Parfait, donc merci déjà pour l'invitation. C'est un peu dans la poursuite de ce qui a été dit, même si j'ai pas forcément d'accord sur tout, mais sur certains points. Donc je vais vous présenter comment je me suis inspirée de l'analyse fonctionnelle pour structurer la stratégie socio-écologique de Haute-Savoie Habitat. Donc c'est un bailleur social présent sur le territoire de la Haute-Savoie. Je poursuis. Je commence déjà par me présenter. Je suis Amandine Miclard. J'occupe le poste de chargée de projet engagement responsable chez Haute-Savoie Habitat depuis le mois de juillet. Avant ça, j'ai animé pendant 6 ans le service achat responsable, toujours chez Haute-Savoie Habitat. Et puis encore avant ça, j'ai travaillé pendant 9 ans pour le groupe de luxe Kering au sein de la direction des achats indirects, principalement sur les catégories d'achat de transport au niveau européen et au niveau monde. Du coup, dans ma présentation aussi, je trouvais intéressant de vous dire comment j'ai rencontré finalement l'analyse fonctionnelle. Il y a une première rencontre qui s'est faite dans le cadre de mon master achat et logistique, donc il y a maintenant 15 ans, ça commence à faire aussi. C'était un cours qui était très très orienté au niveau production industrielle et ça m'a pas vraiment permis d'entrevoir comment je pouvais le mettre en œuvre dans le cadre de mes fonctions dans les achats indirects. Et puis en 2021, en 2021, Haute-Savoie Habitat m'a proposé, ainsi qu'à 8 autres collègues, de suivre une formation de 42 heures sur l'analyse de la valeur. Formation animée par l'Université de la Valeur et Lucie, que je salue au passage, sous forme d'une formation action où on a pris un fil rouge, un projet interne de création d'un service de réemploi d'équipements de seconde main. Et à ce moment-là, le questionnement sur les notions de juste besoin, de structuration des idées, ce que j'utilise souvent en notion d'entonnoir, ça a vraiment beaucoup résonné en moi. De même que les notions de frugalité qu'on retrouve souvent dans la recherche de solutions. Et depuis, je reste vraiment persuadée qu'il y a un lien étroit entre l'analyse fonctionnelle ou l'analyse de la valeur plus généralement et les réponses aux enjeux sociaux, environnementaux auxquels on doit tous faire face et on en a déjà parlé depuis le début de l'après-midi. Et du coup, depuis cette formation, j'ai vraiment de plus en plus le réflexe de questionner les besoins, les hiérarchiser. Et c'est cette habitude, en fait, qui a contribué à traduire le plan d'action de stratégie socio-écologique de Haute-Savoie Habitat sous version un peu fast, édulcorée pour les experts que vous êtes. Avant de vous présenter l'architecture de ce plan d'action, en fait, il me semblait important de vous conter un petit peu la genèse de ce projet et donc de cette stratégie d'entreprise. Donc, en fait, je vais raconter l'histoire d'une vieille dame de près de 95 ans qui nous souffle finalement comment être artisan de la paix pour les 25 prochaines années et cet horizon 2050 que l'on entend souvent. Du coup, cette dame, c'est Haute-Savoie Habitat, près dans le département de la Haute-Savoie. Elle est née en 1929 sous l'impulsion du conseil départemental de la Haute-Savoie. C'est un EPIC, donc établissement public à caractère industriel et commercial, à but non lucratif, pardon. On construit, on entretient, on gère des logements aidés à destination des ménages à revenus modestes. Et avec plus de 20 000 logements locatifs, on est réparti sur 162 communes sur tout le département. Et on loge ainsi plus de 50 000 personnes. Donc on est le premier bailleur social du département de la Haute-Savoie. Notre raison d'être, c'est de trouver une solution d'habitat aux personnes les plus éloignées, donc pas uniquement de construire, mais vraiment la notion d'habitat. Et puis l'étoile qui nous guide, ça peut se traduire sous forme d'une question générative qui est comment contribuer à la conception et à la gestion de lieux de vie abordable et régénératif sur le plan socio-écologique où les habitants sont en paix, impliqués et solidaires. Comme toutes les entreprises, Haute-Savoie Habitat vit dans un monde qui n'est pas soutenable.
Il est nécessaire de réinventer notre modèle pour qu'il soit durable. Donc, ça veut dire qu'il soit viable, qu'il soit équitable, qu'il soit vivable pour le genre humain et plus généralement pour la Terre. Parce que chez Haute-Savoie Habitat, on considère que la Terre, c'est une partie prenante et elle est active aussi en tant que partie prenante. On est aussi convaincu que les entreprises qui modifient leur paradigme dès maintenant, bah, clairement, elles ne vont pas changer les dégâts qui ont déjà été causés à la planète. Mais par contre, ce seront celles qui seront dans les années à venir, quand il n'y aura plus de ressources de matières premières, quand il manquera d'eau douce, quand il y aura des ressources qui seront épuisées, que les contraintes réglementaires seront de plus en plus restrictives, que la société humaine sera ébranlée par ce qu'on appelle la polycrise, donc la crise climatique, la crise sanitaire, la crise économique, sociale, etc. Eh bien, ce sont les entreprises en fait qui seront les plus résilientes. Et donc, on a conscience que nos métiers, nos choix, pardon, je suis allée un peu vite, on a conscience que nos métiers, nos choix, ils impactent la société et l'environnement. Et donc, on essaye d'œuvrer pour adopter des comportements et de prendre des décisions qui soient responsables au quotidien. Donc la prise de conscience, en fin de compte, elle a débuté dès 2015. On a eu un premier cap stratégique qui a été initié. C'était un cap nommé Cap Confiance. Et son objectif était de bonifier la confiance de Haute-Savoie Habitat vers les salariés, vers les locataires, vers les collectivités, vers les entreprises partenaires, mais aussi que cette confiance de la part de de ces parties prenantes soit augmentée envers Haute-Savoie Habitat. Et donc, c'est ainsi que s'est amorcé le cheminement vers l'entreprise libérée, donc qui libère les salariés en les rendant plus responsables de prendre des initiatives qu'ils jugent bonnes pour l'entreprise, et puis en supprimant le contrôle et la surveillance. Donc, le manager et le dirigeant, ils sont là au service des salariés. Et souvent, on a l'habitude de faire un parallèle entre le manager jardinier qui est au service de ses plantes. Cette libération, elle s'est faite en trois étapes. Donc, on a eu la libération du corps, pardon, notamment vis-à-vis du temps de travail des salariés, ou encore avec la mise en œuvre du travail collaboratif, donc qui est quelque chose de très important chez Haute-Savoie Habitat. Puis, on a eu la libération du cœur, avec la création d'un poste de coach des cœurs et de la libération, pour s'ouvrir à l'intelligence émotionnelle, pour cultiver le bonheur au travail, la bienveillance. Et enfin, on a eu la libération de la tête pour prendre conscience du souffle qui nous anime. Donc, fin 2019, il y a eu une retraite silencieuse de la part des membres du comité de direction de l'être, puisqu'en fait, chez Haute-Savoie Habitat, on a deux comités de direction, un comité de direction classique pour le faire, et un comité de direction de l'être qu'on appelle le laboratoire quantique. Et finalement, c'est cette retraite silencieuse qui a permis de prendre conscience de ce qu'on appelle la part invisible de l'entreprise. Donc, autrement dit, si on considère l'entreprise comme un être vivant, comme une vieille dame, ben dans ce cas, les membres du laboratoire quantique ont pu sentir ce que l'entreprise avait à leur dire. Et en s'exprimant, l'entreprise, en fait, elle a fait comprendre que on ne pouvait pas continuer à mener à bien notre mission, donc de loger les personnes les plus éloignées du logement, si l'environnement dans lequel l'entreprise vit, à savoir la terre, n'est plus fiable. Et donc, c'est ainsi que la décision de s'engager sur la voie de l'engagement responsable a été prise. Euh, du coup, donc notre visée régénérative, elle est née comme ça. Elle a d'abord pris forme en 2021 par la création d'un service engagement responsable. Ce service, en fait, son organe de gouvernance est la fusion de nos deux CODIR, donc le fer et l'être. En parallèle, toujours en 2021, Haute-Savoie Habitat a participé à la CEC, donc Convention des entreprises pour le climat. C'est le parallèle économique de la Convention citoyenne pour le climat, donc qui avait rassemblé les 150 propositions qui ont contribué à la loi climat et résilience en 2021. Et donc, dans ce même esprit de convention citoyenne pour le climat, il y a un collectif qui a souhaité rassembler 150 entreprises
éclairée sur les plans sociaux, environnementaux et de gouvernance. Et l'objectif de cette convention des entreprises, c'est de rendre irrésistible, en fin de compte, la bascule d'une économie extractive vers une économie régénérative, et ce, avant 2030. Haute-Savoie Habitat avait été repéré donc sur le pilier social, et donc le dirigeant et son binôme ont pris part à ce parcours. Donc ce parcours, c'est un chemin de transformation du modèle économique. Et donc l'objectif, c'était de réduire au seuil incompressible les impacts négatifs sur les limites planétaires et sociales, et puis surtout générer aussi des impacts positifs nets pour les écosystèmes. On parlait de systémique tout à l'heure. Là, on est dans une vision encore plus large sur l'écosystémique, donc qui va prendre en compte la société, mais aussi le vivant non humain. Donc tout ce qui est biodiversité, faune, flore. Et à la fin de ce parcours, comme les 149 autres entreprises, Haute-Savoie Habitat a rédigé sa feuille de route qui l'engage sur un chemin de paix. Paix vers soi-même, paix vers ses actions, paix vers l'autre, et puis paix avec le monde qui nous entoure, donc la société, l'environnement et plus généralement la planète. Et donc, depuis 2022, Haute-Savoie Habitat a un nouveau cap, celui de l'entreprise à visée régénérative, puisque on n'a pas le... C'est difficile pour une entreprise d'être régénérative à 100%, donc on s'oriente plutôt vers une visée régénérative. Et donc, qu'est-ce qu'une entreprise régénérative? C'est une entreprise qui se transforme pour être plus respectueuse des limites planétaires et des planchers sociaux. Donc, c'est une référence aux donuts, pour ceux qui connaissent, pardon. C'est une entreprise qui est plus résiliente, avec un système vivant, qui a une capacité d'autoréparation. Souvent, pour expliquer l'autoréparation, on prend l'exemple de la peau, qui va se reconstituer toute seule si on se coupe, alors qu'un vase qui se brise, il ne pourra pas se réparer tout seul. Donc, c'est ça, être résiliente pour une entreprise, c'est de savoir rebondir. Et puis, répondre aussi aux crises, donc comme j'ai cité tout à l'heure, climatiques, alimentaires, sanitaires, économiques, c'est pas ce qui manque en ce moment, malheureusement. Et donc, ainsi, sécuriser les entreprises et le bien commun. Donc, ça se traduit par différents engagements, ces transformations. D'une part, de sortir de la logique de croissance infinie pour la remplacer par un modèle économique alternatif, donc qui va chercher à mettre l'écosystème au cœur de chacune des actions et décisions. Donc, ça veut dire pas uniquement s'intéresser au climat et à la réduction carbone, mais c'est aussi prendre en compte la biodiversité, la disponibilité de l'eau douce, la pollution des sols, la paix, le bien vivre ensemble. Ça peut être encore l'éducation et bien d'autres éléments, donc on va retrouver sur les notions de territoire qu'on évoquait plus en avant. Ça va être aussi de viser la robustesse plutôt que la performance. Et là, on commence déjà à avoir des liens avec l'analyse de la valeur. Et puis, ça va être d'opérer un mouvement qui soit positif, en fait, qui va inclure aussi bien les dimensions émotionnelles et humaines pour vraiment recréer les bonnes conditions pour qu'aussi bien la nature que la société puissent exprimer leur plein potentiel. Donc finalement, l'entreprise régénérative, c'est au-delà des réductions d'impact négatifs, parce que faire moins mal, c'est toujours faire mal, donc ça suffit pas. C'est au-delà de viser le net zéro impact, parce que ne plus enlever les briques à un mur fragilisé, c'est pas ça qui va lui redonner sa robustesse. C'est vraiment produire des impacts positifs, sociaux, écologiques, pour les écosystèmes et pour la société. Donc voilà ce que la participation à la CEC nous a permis d'avoir. Donc on a une vision, on va remettre le vivant au cœur de nos décisions, de nos actions, on va essayer de produire des impacts positifs, mais même si c'est une vision éclairante, en fait, c'est pas suffisant parce qu'il est vraiment indispensable de la faire atterrir opérationnellement par des actions concrètes pour inscrire nos activités dans les limites planétaires et puis en préservant les fondamentaux sociaux. Donc là encore, le parallèle avec le donut. Donc en premier lieu, pour faire atterrir, il fallait embarquer les salariés de Haute-Savoie Habitat. Et donc là, c'est un travail qui a été amorcé en octobre 2022. Il y a eu une convention qui a rassemblé l'ensemble des salariés pour lancer un projet d'entreprise. Donc ce projet d'entreprise, il s'appelle Vers Demain.
vers l'entreprise régénérative pour la terre et dont le même nom en fait a été trouvé sur un mode participatif. À la suite de cette convention, en fait, il y a eu 6 mois de travail collaboratif. Donc, les 300 salariés de l'entreprise étaient répartis en 15 groupes thématiques. Et après avoir fait un état des lieux, ils ont travaillé pour proposer des préconisations. Donc, il y en a eu pas moins de 165 qui sont ressortis pour permettre à l'entreprise de s'engager concrètement sur le chemin du régénératif. Et pour que le lien soit plus visible entre ces 165 préconisations donc, qui sont plus opérationnelles et notre ambition régénérative, une structuration était vraiment nécessaire. Et donc, on a fait une première tentative de regroupement cet été. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on restait dans les schémas organisationnels traditionnels, assez silotés, et on n'arrivait pas justement à traduire cette vision écosystémique qui est indispensable à la vision régénérative. Et donc, c'est comme ça, en fait, que pour parvenir à une bonne architecture, on s'est inspiré de l'analyse de la valeur. Donc, finalement, pour faire le parallèle, on a considéré ces préconisations comme des expressions de besoins. Donc, on les a transformées en actions sous forme de verbes plus nom. Donc, au total, c'est 140 actions qui ont été constituées. Donc, ces 140 actions, c'est pas forcément la retranscription exacte des préconisations, parce que certaines préconisations, en fait, peuvent parfois avoir inspiré plusieurs actions. Parfois, il y a plusieurs préconisations qui ont été rassemblées en une seule action. Et puis, parfois, il y a même des actions qui ont été ajoutées en complément pour avoir une vision plus générale. Donc, suite à ces actions en besoin, comme dans l'analyse fonctionnelle, en fait, chaque action opérationnelle, donc on aurait pu travailler formuler sous forme de fonction technique, finalement, elle va répondre à un comment d'une strate supérieure qui est plus la fonction tactique. Et donc, c'est ce qu'on a appelé des leviers. Et si on s'interroge sur le pourquoi de ces leviers, là, on va à nouveau au niveau supérieur et on trouve les fonctions stratégiques qui sont les axes de travail. Dans l'analyse fonctionnelle, il arrive que les fonctions exprimées soient supra ou expriment pas forcément un besoin, mais plus des motivations au projet. Et donc, ces notions de motivation, elles ont aussi été traduites dans notre architecture et donc on les a nommées des intentions. Donc voilà pour l'analyse fonctionnelle qu'on a été faite, mais on s'est rendu compte que ça ne parlait pas forcément au plus grand nombre, notamment en interne. Et donc c'est pour ça que pour donner plus de lisibilité, en fait, on l'a symbolisé sous une architecture sous forme d'arbre. Donc en plus d'être visuelle, la symbolique, elle faisait largement écho à notre cap régénératif. Et donc, du coup, le symbole de notre arbre, le terreau, il va illustrer notre ambition régénérative dans lequel vont s'implanter 8 intentions racines, en fin de compte. Ces intentions racines, elles sont canalisées dans un tronc commun qu'est notre projet d'entreprise vers demain. Et puis, ces intentions, elles vont nourrir 17 axes de travail qui sont autant de branches. Comme dans un arbre, dont ces axes de travail sont divisés en 39 leviers, donc qui donnent des orientations plus précises. On peut les imager comme les rameaux. Donc, on compte 1 à 4 leviers par axe de travail. Et puis enfin, chaque levier va être constitué d'actions opérationnelles qui va être représentées par des feuilles. Donc, on compte 2 à 7 feuilles par levier. Donc, le plan d'action, il est vivant et donc on pourra avoir le nombre d'actions variées. Donc, aujourd'hui, on en a 140, mais comme dans un arbre, les feuilles peuvent tomber, d'autres peuvent pousser et donc ce nombre peut évoluer. Et c'est là que va s'arrêter la comparaison avec l'analyse fonctionnelle parce que normalement, dans l'analyse fonctionnelle, les fonctions, elles ont plutôt vocation à être définitives. Donc voilà, donc parallèlement à la construction de cet arbre, ces actions ont été priorisées et confiées à des pilotes pour mettre en œuvre donc notre plan d'action. Et puis pour bien construire leur action en termes d'objectifs, d'indicateurs et de moyens à mobiliser, en fait, les pilotes doivent renseigner des fiches SMART. Donc, c'est une méthode qui a été choisie parce qu'elle permet de confirmer la visée régénérative qu'on donne à l'action et de faciliter la coordination du projet.
Voilà, j'espère que cet exemple a été inspirant, tant sur l'utilisation de l'analyse fonctionnelle à d'autres champs que la production industrielle, que sur la nécessité de prendre soin de la Terre, donc du vivant humain et non humain. Je suis pour ma part vraiment convaincue que l'analyse fonctionnelle, elle peut nous aider à nous inspirer de la nature pour interagir avec notre écosystème. Travailler avec son écosystème, c'est un petit peu comme dans l'analyse fonctionnelle, interroger ceux qui savent. La preuve, c'est que l'intégralité de ce plan d'action, il n'aurait jamais pu germer s'il n'y avait pas eu les 165 préconisations proposées par l'ensemble des salariés. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Enfin, des questions. Tu aurais des exemples? Oui. De cas concrets Tu pourrais nous montrer quelques quelques éléments actions d'art? concrètes qui ont pu déboucher Euh, oui, alors là, en support, j'ai les branches ou les intentions, si vous voulez. Donc, je peux vous citer quelques intentions qui sont, donc, pour vous les montrer, hein. Donc, les intentions racines qui sont très généralistes, hein, préserver les ressources, ça peut être faire face au dérèglement climatique, compter ce qui compte vraiment, donc la double matérialité, inspirer nos écosystèmes, cultiver des relations apaisées. Donc, c'est montrer qu'on peut atteindre la paix et l'harmonie et que c'est possible. On va avoir contribué à des lieux de vie plus respectueux du vivant et inclusifs, donc intégrer le végétal, l'animal, l'humain, quelle que soit sa condition, dans nos bâtiments et dans leur environnement. Donc, on en revient sur les notions d'habiter, c'est pas uniquement construire. Après, je peux vous donner aussi quelques exemples donc, de nos axes de travail, donc réduire les impacts liés à la mobilité. Donc là, ça permet d'être un peu plus précis. Et dedans, dans les leviers, on va s'interroger à comment travailler sur notre flotte, mais aussi comment travailler sur notre mobilité, donc en maximisant l'usage, en réfléchissant sur comment on peut réduire nos transports. On a, par exemple, repensé le développement et le renouvellement de notre patrimoine. Donc là, puisque en tant que bailleur, on construit et on gère des logements, la construction, c'est déjà comment on peut construire autrement, donc par des nouveaux procédés, par des nouveaux matériaux, mais aussi par des nouvelles façons de penser, comment exploiter nos toitures, donc soit en les surélevant parce qu'il y a un besoin de logement, soit en les utilisant différemment pour avoir des lieux de vie et permettre un mieux vivre ensemble à nos différents locataires, mais aussi aux personnes du voisinage, pas uniquement les locataires. Et puis, ça peut être aussi réfléchir comment régénérer et apporter plus de nature en ville en exploitant ces toitures avec des espaces verts dessus. Donc là, ça devient vraiment des actions qui sont plus précises, donc qui parlent beaucoup pour nous. Je ne sais pas si c'est des exemples qui sont très évocateurs pour les personnes qui ne sont pas dans ce secteur, mais voilà, pour vous donner quelques exemples. On travaille aussi sur améliorer le bonheur au travail, puisque ça fait aussi partie de notre ADN, sur comment pérenniser notre patrimoine, donc comment construire autrement, comment travailler avec le territoire, les collectivités, le modèle associatif, l'ESS, sur le fait d'habiter notre territoire. Je ne sais pas si vous voulez que je redonne d'autres exemples ou si vous préférez d'autres questions. Je vous avoue que je n'ai pas regardé le chat en même temps s'il y avait des questions. Dans cette réflexion, bien sûr, c'était les salariés. Vous étiez 300 avec. Est-ce que vous avez associé aussi finalement ceux qui bénéficient des logements des logements pour justement, j'allais dire, ancrer aussi des fonctionnalités par rapport à votre raison d'être? Alors ça, effectivement, le travail collaboratif avec les parties prenantes, c'est quelque chose qu'on met en œuvre depuis longtemps. La définition des actions de stratégie, c'est pas forcément faite sur des groupes particuliers avec les habitants. Toutefois, dans la partie état des lieux, c'est vrai que on est allé interroger pour certains groupes les habitants, mais aussi les collectivités, aussi les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de manière assez récurrente. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Une question.
Oui, vas-y. Amandine, c'est Cédric, bonjour. J'ai une question, savoir, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'inverse, quand on met des projets de territoire et d'habitation, etc., est-ce que vous confrontez les projets de construction à ce référentiel que vous avez créé? Alors, pas encore. C'est quelque chose qui est assez récent, hein. Donc, ça a été initié il y a un an. La version de l'Inde que je vous ai présentée, elle a été mise en œuvre sur le mois de septembre. Donc, on est encore dans la démarche test essai, qui est aussi un élément très important de l'entreprise régénérative, en fait, hein. D'accepter de faire des erreurs et d'essayer. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. Après, d'un point de vue construction, de manière générale, on a énormément baissé le nombre de logements que l'on livre chaque année. Il y a encore 3 ans, on était sur 450 à 500 logements livrés par an sur le département. Aujourd'hui, on est plutôt à 350 et nos prévisions sont encore de baisser plutôt sur du 250, malgré les besoins criants qu'il y a sur le département. Euh, pour essayer de trouver un équilibre. On va travailler aussi justement sur la juste occupation de nos logements, en essayant de favoriser les mutations, en essayant d'inciter les habitants qui sont dans des gros logements alors que leurs enfants sont partis, de libérer ces logements pour les donner à d'autres familles et donc qui en ont plus besoin. Et voilà, essayer de trouver, de remettre en place un parcours résidentiel qui permet de faire bouger, de répondre aux besoins de logement et d'habitation sans pour autant construire et encore aller prélever dans les ressources naturelles. Merci. J'ai vu une question d'Olaf sur Ouais. la priorisation. C'est tout l'objectif, c'est qu'il n'y a pas de priorité. C'est pour ça que aussi que on a pris ce dessin de l'arbre en fait, puisqu'en fait il n'y a pas un axe de travail qui est relié à une intention racine, en fait. Plusieurs intentions vont aller nourrir plusieurs branches et il n'y a pas d'hierarchie parce que c'est la notion de l'écosystémique, c'est que tout est prioritaire. Donc, on est 300 salariés, donc chacun, de par son travail et son expertise métier, va traiter d'une action. On a dans les actions, on a mis des actions qui étaient indispensables, d'autres qui étaient souhaitables et d'autres qui étaient moins prioritaires. Dans les actions opérationnelles, on a fait ce travail. Enfin, quand je dis on, pour le coup, c'est le labo CODIR, donc nos deux CODIR réunis, qui ont fait cette priorisation, mais les axes de travail sont tous prioritaires. Ok. Merci, c'est très clair. On pourra en discuter, mais c'est très clair. Parce que je comprends très bien. Et l'important, c'est de prioriser les actions, pas forcément les axes de travail. Je valide ce que vous venez de dire. Si c'est ça, ça me plaît beaucoup. J'avais une autre question, c'est que vous avez cité tout un tas de démarches qui ont strictement rien à voir avec l'analyse de la valeur. Entreprise libérée, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Vous avez parlé de quoi d'autre? De régénératif, ce qui n'a rien à voir a priori avec l'analyse A de priori, valeur. Vous c'est avez bon. parlé de raison d'être, qui sont des démarches qui viennent tout à fait d'ailleurs. Et moi, je salue ce, ce cumul de démarches avec la démarche analyse de la valeur. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que vous savez que c'est lié? Alors, dans mon entreprise, on a pour habitude de dire qu'il n'y a pas de hasard. Ouais, C'est vraiment une expression qu'on dit souvent. Et non, enfin, moi, je suis intimement convaincue que tout est lié. C'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message en conclusion. C'est euh, les mots sont pas forcément les mêmes, mais les intentions et le sens qu'il y a derrière, c'est le même, en fait. C'est comment se dire, on préserve les ressources, on augmente la valeur, mais alors ce que je peux reprocher à l'analyse de la valeur, du moins telle que je l'ai vue pendant quelques années, c'est vraiment cette approche économique, industrielle, qui n'est pas du tout corrélée avec les notions qu'on porte au sein de Haute-Savoie Habitat et mes valeurs aussi personnelles. Alors qu'en fin de compte, il y a tellement de corrélations. Pour moi, c'est ça vraiment l'analyse de la valeur, c'est d'arrêter de regarder cette notion économique, financière
et de s'intéresser à la Terre et du coup de prendre la Terre comme une partie prenante. J'entendais cet après-midi que certains considèrent qu'elle n'est pas forcément active. Elle n'est pas active parce qu'aujourd'hui, on ne l'écoute pas. Si on écoute la Terre, la biodiversité, la faune, la flore, elles ont énormément de choses à nous dire. Pas avec nos mots à nous, mais c'est à nous de nous mettre au service de la Terre et de les écouter et pas l'inverse. Merci, si vous saviez comme je partage votre avis. Et bon, bravo. Disponible pour échanger dessus. Super. Amandine, c'est Jamil. Je voudrais faire une remarque, c'est plutôt une félicitation. Vos graphismes sont magnifiques et tout à fait en harmonie avec votre propos. Oui, ça montre un très beau cheminement. J'avais peur de vous perdre un peu parce que effectivement c'est assez éloigné, mais ça me semblait vraiment important de repartir de la notion d'entreprise libérée, comment au sein de l'entreprise on a cheminé. Et finalement, comme je le disais à Olaf, il n'y a pas de hasard pourquoi on a fait cette formation sur l'analyse de la valeur. Au départ, c'était pas forcément dans un esprit en lien avec le régénératif parce que c'était en train de frémir à ce moment-là dans la structure. Mais finalement, c'est des rencontres, c'est l'alignement des planètes et c'est que ça doit se faire comme ça et heureusement. Mais sur votre remarque à propos de valeur, ça fait 10 ou 15 ans qu'on se bat pour décorréler la valeur de cette vision économétrique qui n'est pas la réalité. Il s'agit de, pour chaque partie prenante, qu'est-ce qui crée de la valeur pour elle, auquel de ses besoins ça répond. Alors évidemment, pour les financiers de la maison et les actionnaires, ça va être des picaillons, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et la valeur a toujours été multiforme. C'est pour ça que la formule V égale F sur C n'a pas un sens mathématique. Et les coûts, c'est pour ça que c'est insuffisant. Je vois, il y a une autre question dans le chat. Comment évaluez-vous chacune des actions pour hiérarchiser si vous ne pouvez pas toutes les mener de front? Donc, c'est ce que je disais, hein, c'est le labo Codir qui a déterminé en fonction de la vision et des stratégies de chacune des directions comment c'était possible, sachant que alors on a un DG qui est très moteur sur ces sujets-là, donc qui voudrait tout faire tout en même temps. Et du coup, c'est la force aussi d'avoir un labo dire, c'est parfois du coup de le freiner et de prendre les choses petit à petit, parce qu'à vouloir trop faire en même temps, on réussit pas forcément. Donc, c'est d'essayer de structurer, mais en même temps, d'utiliser la force du collectif parce qu'on est 300 pour avancer au maximum. Et comment vous trouvez cet équilibre dans la prise de décision entre une entreprise qui a vocation quand même à être pérenne et donc à générer des bénéfices et être aussi dans cet esprit régénératif? Ouais. Alors, pardon, il y a un moment sur la fin, il y a eu deux personnes qui ont parlé en même temps et j'ai pas bien compris la fin de la question. Dans la prise de décision, vous arrivez à prendre on va dire les bonnes décisions entre toujours l'enjeu d'une rentabilité économique de l'entreprise et puis justement être régénératif. C'est effectivement des questions auxquelles on est confronté chaque jour. On n'a pas de recette miracle, on n'a pas de checklist à suivre. Donc, on est là encore dans la vision test-essai. On a la chance, du coup, en étant un EPIC, de ne pas avoir les pressions d'actionnaires que certaines entreprises privées peuvent avoir. À côté de ça, on a aussi des contraintes économiques. On est aussi à l'écoute des collectivités avec qui on est en partenariat, qui ont pour certaines un besoin criant de logements sociaux. Donc, c'est toujours trouver la quadrature du cercle et gérer les paradoxes, puisque c'est le quotidien en fin de compte. Hein. On est dans une phase de transformation, parce que pour nous, au-delà de la transition, on est sur de la transformation. Et donc, il faut préparer demain avec les contraintes d'aujourd'hui. Donc, c'est du jonglage permanent. On a pris des décisions fortes, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec quand même cette acceptation pour réduire le nombre de logements que l'on livre neufs, avec un réemploi d'une
grosse partie des ressources donc, qui étaient initialement fléchées pour construire, pour faire de la rénovation, notamment thermique, puisque, comme je soulignais en début d'après-midi, les bâtiments sont un fort émetteur carbone. Même si le carbone ne fait partout, il faut quand même qu'on y participe. Et avec 20 000 logements, on a notre jeu à jouer, notre partition à jouer sur ce défi-là. Donc voilà, on essaye de gérer les paradoxes. On ne fait pas tout parfaitement, mais en tout cas, on est convaincu et on essaye aussi d'essaimer et d'embarquer avec nous le maximum notre territoire. Il y a des tests qui sont faits aussi pour euh, des fermes urbaines, pour faire une académie. Enfin, on a énormément de projets aussi associés donc, qui découlent aussi dans ces actions et qui sont des tests grandeur nature. Est-ce que vous envisagez une vision un programme de coopération avec les autres offreurs de solutions d'hébergement, d'habitat, de construction, pour répondre à un besoin? Vous nous dites qu'il y a un besoin croissant d'habitat dans le secteur. Vous volontairement réduisez à 250 le nombre de logements par an. Et donc, pour répondre à ces besoins qui apparaissent, bon, j'ai bien entendu votre libération des logements mal occupés, etc. Mais est-ce qu'il y a du partenariat qui se noue sur l'ensemble des acteurs au service d'un besoin? Alors, du coup, on travaille aussi avec des promoteurs puisqu'on achète certains logements en VFA. On est en train aussi donc de durcir, entre guillemets, nos conditions d'achat auprès de ces promoteurs en VFA parce que ça ne sert à rien de vouloir être vertueux quand on est en construction directe et puis d'acheter des choses qui sont contre nos objectifs vis-à-vis de promoteurs. Donc, on est aussi en train de travailler dessus. On a une très grosse problématique en Haute-Savoie avec la proximité de la Suisse et les travailleurs frontaliers. C'est un prix du foncier qui est exorbitant. Donc avec l'inflation par-dessus qu'il y a et la rétractation des taux, l'augmentation des taux d'intérêt, etc., de toute façon, la construction en Haute-Savoie va commencer à donner le pas, en fait. Parce que là, c'est juste plus possible. Donc, et après, on est aussi organisé, donc on a la fédération, hein, l'USH 74, enfin l'Union, donc avec les autres bailleurs sociaux. Donc on essaye aussi de travailler ensemble. Il y a eu la loi Élan en 2018 qui a promu le rapprochement des organismes de bailleurs sociaux qui étaient de petite taille pour justement essayer de mutualiser et avoir une meilleure efficience. Donc il y a ces différents éléments qui sont en cours. Ouais, justement, c'était une question que j'avais, c'est que c'est justement par rapport à ce que vous vous considérez comme précurseur, comme un petit noyau dur. Il y a d'autres acteurs dans votre univers qui sont aussi dans la même logique que vous, ou on va dire tout le corps des bailleurs sociaux est déjà dans cette logique. Alors, il y a beaucoup de bailleurs sociaux qui sont effectivement très vigilants sur l'impact qu'ils peuvent produire et la réduction jusqu'à la régénération. Il n'y a pas foule, on va dire. Précurseur, je sais que notre directeur général aime à être précurseur. Moi, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour dire si on est précurseur. Je crois qu'il y avait un autre bailleur social qui participait à la CEC aussi. Mais effectivement, on est souvent cité en exemple, on va dire. Très bien. D'autres réactions, d'autres commentaires? En tout cas, c'est vrai rien que le fait de se poser la question, on voit beaucoup de projets où on se dit comment je réduis l'impact. C'est un peu le réflexe. Là, je vais au-delà de la notion de réduire l'impact, c'est j'annule et je rends négatif l'impact. En fait, nous, on fait beaucoup la distinction entre les impacts négatifs et les impacts positifs. Souvent, dans le vocabulaire commun qu'on voit dans les médias, on parle des impacts. Sous-entendu, il n'y a que des impacts négatifs, alors qu'il faut justement travailler sur ces impacts positifs, les impacts positifs d'un point de vue social, mais aussi les impacts positifs d'un point de vue environnemental, parce qu'on peut
en faire. On peut en avoir, donc il faut se poser les bonnes questions et c'est pour ça, hein, je reboucle avec l'analyse de la valeur, mais il y a vraiment un, un- un lien qui se crée avec justement cette recherche d'augmenter le positif et de réduire le négatif pour avoir la meilleure valeur possible. Ok. Les risques, on oublie toujours les opportunités. Oui, oui, quand on parle de risque. Oui. Et en termes de comportement en interne, est-ce que ça, voilà, la démarche, ça a aussi révolutionné votre mode vos relations en interne en termes d'organisation, de gouvernance, de prise de décision, d'écoute? Alors avec pardon, la question n'était pas finie. Bon, voilà, c'est de façon générale, est-ce que votre mode de fonctionnement interne, on va dire à l'entreprise Haute-Savoie Habitat, est-ce que ça, voilà, cette réflexion, ça a remis réinterrogé votre mode de gouvernance? Alors ça fait bientôt 10 ans en fait qu'on est sous le mode de l'entreprise libérée. Donc, ces notions de gouvernance, de changement de point de vue, elles existaient déjà avant qu'on se mette sur ce cap régénératif. Donc, le participatif, le collaboratif sont des notions qui sont profondément ancrées chez Haute-Savoie Habitat, sur lequel on travaille. La notion d'avoir un salarié un petit peu entrepreneur, en fait, de prendre des décisions, de faire des propositions et de prendre des initiatives quand ça va dans le sens de l'entreprise, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps, qui s'est fait aussi de manière progressive, hein, parce que c'est pas du jour au lendemain où tout le monde a réussi. Il y a eu quand même certaines résistances internes sur la notion de transformation vers une entreprise à visée régénérative. On a un petit peu aussi les mêmes mécanismes, hein. Donc, il y a une volonté d'embarquer les salariés. On a énormément de communication au sein de Haute-Savoie Habitat auprès des salariés. On s'appuie sur un réseau, ce qu'on appelle les éclaireurs en interne, pour justement aussi parler au plus grand nombre avec un discours qui soit différent parce que les canaux de communication, le vocable utilisé peut ne pas toujours être le même et du coup pour augmenter l'impact donc positif, hein, en l'occurrence auprès des différents salariés. Après, on est bien conscient qu'il y a quand même quelques salariés qui restent plus sur le bord, mais on part aussi du principe que c'est ce qui est vraiment expliqué au sein de la CEC, c'est que pour avoir une bascule effective, il faut qu'il y ait 25% de personnes qui soient convaincues et acteurs. Une fois que vous avez 25%, donc ça marche au niveau d'une entreprise, mais ça marche aussi au niveau d'une société avec un grand S ou du monde économique, ben, la bascule s'opère et donc après tout s'engendre. Mais il y aura toujours une, une infime partie qui restera peut-être opposé ou en tout cas plutôt silencieux et qui adhérera moins, on dirait. Enfin, c'est une minorité. Ça oblige aussi, cette personne oblige à s'interroger aussi c'est toujours intéressant d'avoir des personnes un peu sceptiques parce que ça oblige soit à convaincre, à être pédagogue, à convaincre ou à se réinterroger. Est-ce que j'ai le bon choix? Si des personnes ne sont pas tout à fait partie prenante ou associées ou ne sont pas convaincues de l'intérêt de la démarche. Mm. C'est pour ça, justement, pour vous citer un exemple concret, donc parmi nos actions, on a réduire la flotte automobile. Pour certains de nos salariés, le véhicule est un acquis. Donc, c'est très difficile. Et donc, quand on demande aux pilotes de cette action de dire, bah voilà, il va falloir que tu réduises, le premier réflexe qui est humain, c'est de se dire, oh là là, mais tu te rends pas compte, ils vont jamais vouloir, ça va être la catastrophe. Mais justement, embarque ces personnes, prends-les avec toi et demande-leur de t'aider à co-construire cette solution. Comment on fait pour réduire la flotte? Quels sont vraiment tes usages? Et donc là, on retourne vraiment sur l'analyse de la valeur, hein, finalement. Quels sont tes usages? Dans quelle situation tu as vraiment besoin d'un véhicule? Dans quelle situation on pourrait trouver une autre solution? Donc, ça peut être un autre type de véhicule, ça peut être du covoiturage, ça peut être du
partage de véhicules. Enfin, il y a plein de solutions qui existent et qu'on peut évoluer. Et donc, effectivement, ma réponse, puisque moi, je suis à la coordination finalement de toutes ces actions, c'est de dire, bah, au contraire, c'est une opportunité d'avoir des personnes qui sont plutôt réfractaires. Prends-les avec toi et du coup, ça sera plus facile pour les convaincre et elles seront à ton meilleur relais après, une fois qu'elles sont convaincues. Peut-être une question concernant l'analyse de la valeur, l'analyse fonctionnelle. Vous citez un exemple à l'instant d'une utilisation justement sur une action. Est-ce que dans votre entreprise, c'était déjà une pratique une démarche assez fréquente ou est-ce que vous l'avez plutôt poussé à l'occasion de ce projet et est-ce que vous comptez le déployer de manière un peu plus systématique sur les actions, et puis sur votre métier de base, du type cahier des charges pour des nouveaux, par exemple, investissements ou analyse de la valeur d'opération? Alors, la méthodologie de l'analyse fonctionnelle, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, dans l'ADN de l'entreprise. La notion même de gestion de projet et pas, comment dire, et pas dans les règles de l'art, je dirais, par rapport aux normes de gestion de projet qui peuvent exister. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est assez éloigné, que j'essaye de pousser au maximum, mais maintenant, on ne cherche pas forcément à utiliser ce nom-là, le nom de l'analyse de la valeur qui renvoie à une méthode, à un concept qui peut paraître complexe, même si je trouve que c'est normal que ce soit complexe et c'est dans la complexité qu'on trouve les bonnes solutions parce que le monde est complexe. Mais bon, pardon, c'est un aparté. Donc, du coup, par rapport à mes anciennes fonctions sur les achats, effectivement, on a énormément travaillé sur la redéfinition du besoin. Donc, sur se questionner sur ce qui va pas. Et donc là, clairement, on s'inspire de l'analyse de la valeur. Euh, Sans en utiliser le mot, essayer de travailler aussi sur la notion de fonction et de sortir de la notion de solution automatique. Donc, vraiment exprimer son besoin et pas la solution. Donc, c'est des choses sur lesquelles on essaye de challenger nos clients internes. Enfin, j'essayais quand j'étais aux achats. Et du coup, qu'on essaye voilà, de mettre en œuvre, mais sans pour autant lui mettre le tampon d'analyse de la valeur. Ça veut dire que pour moi, vous rentrez dans une démarche de management par la valeur. C'est-à-dire que c'est toute l'entreprise que vous emmenez dans ces réflexions de l'expression de besoin, de bien définir à quoi ça sert, pourquoi on y va, quels sont les axes, qu'on utilise ou pas la terminologie. Bon, moi, plutôt l'impression que vous rentrez dans cette démarche. C'est d'associer l'ensemble des acteurs dans ces réflexions à se poser ce type de questions. Exactement, on cherche plutôt à le questionnement sur le sens, c'est vraiment quelque chose qui est primordial chez Haute-Savoie Habitat, qui est lié à la notion d'entreprise libérée. Et on souhaite à ce que les salariés s'interrogent à chaque fois sur quel est le sens, pourquoi ils font ça, et du coup, quelle est la meilleure façon de le faire. Donc là encore, on retrouve un parallèle très fort avec l'analyse de la valeur. Et donc, effectivement, on est plutôt sur une acculturation plutôt qu'une méthodologie au sens strict. On ne va pas respecter la norme liée à l'analyse de la valeur. Je pense que même si vous regardiez les noms qu'on a utilisés pour dénommer nos actions, fonctions, je pense que les experts en analyse de la valeur sauteraient au plafond. Mais l'idée, c'est voilà, de déjà commencer par un verbe d'action et d'être précis et d'avoir la vision, l'orientation de l'analyse de la valeur, même si, encore une fois, on n'est pas académique. Merci beaucoup, Amandine. Merci à vous. Ici.